attracting several persons. You have a lot of hotels. You see, the area is fast. Le temps s'est arrêté à Kribi, sur les bords de l'océan Atlantique, ce 12 juin 2004. Le temps de la célébration, de l'aboutissement d'un rêve fou. Il y a un peu plus de 3 ans, en ce même endroit, cette plaque est là pour en témoigner. Le président Idriss Déby et moi-même lancions les travaux de construction du pipeline Tchad-Cameroun. Ce projet considérable, comme toutes les grandes aventures humaines, était évidemment porteur d'une part de rêve et d'espoir. Eh bien, ce rêve est aujourd'hui réalité. Le Cameroun et le Tchad montraient à la face du monde la solidité de leur union après une décennie d'idylle. Et Kribi, ville témoin, exultait de joie. L'un des investissements les plus importants jamais consentis en Afrique permettait désormais au pétrole tchadien d'être évacué à travers les côtes camerounaises. Un véritable pied de nez aux oiseaux de mauvais augure. Je vois dans l'accomplissement de ce projet une victoire sur le scepticisme qui, il y a seulement 10 ans, aurait parié sur le succès d'une telle entreprise. Qui, il y a à peine 5 ans, aurait prédit que nous pourrions surmonter les difficultés, les retards, les déconvenues de toutes sortes que nous pourrions rencontrer sur notre route. Et pourtant, au Tchad, ici au Cameroun, et aussi chez nos partenaires extérieurs, certains ont relevé le défi parce qu'ils croyaient pouvoir réussir. Et ils avaient raison. Des efforts multiples combinés dans un montage financier unique entre 2 gouvernements, 3 sociétés pétrolières et le groupe de la Banque mondiale. Aussi, faut-il relever, tout le long du pipeline de Comé à Kribi, nous enregistrons avec fierté les retombées économiques qui ont réduit de manière substantielle le chômage sur cet itinéraire et amélioré les conditions de vie des populations des villes et villages environnants. Monsieur le Président et chers frères, par la réalisation de ce grand projet, nos 2 pays ont donné à l'Afrique l'exemple concret d'une intégration économique et sociale réussie. Il en est de même pour les conventions et accords bilatéraux qui procèdent de cette approche et montrent que nos 2 pays en voie de développement sont capables de grandes réalisations intégrées lorsqu'ils sont soutenus par une détermination commune et par la foi dans leur capacité à réussir. La performance a été telle que les travaux ont été achevés 6 mois avant le délai contractuel. Le lieu de saluer les acteurs de cet exploit. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont contribué à sa réalisation, qu'il s'agisse du consortium Exxon, Mobil, Petronas, Chevron, initiateurs du projet, des entreprises chargées des travaux et de la logistique, de la Banque mondiale déjà citée et de la BEI qui ont apporté leur conseil et leur soutien financier,
de COTCO, qui a assuré avec la SNH la supervision des opérations et particulièrement du comité de pilotage et de suivi et de son président. On me permettra d'associer à cet hommage les hommes de terrain, cadres, techniciens, ouvriers, étrangers et camerounais. Tous peuvent être légitimement fiers du travail accompli. Avec le président Idriss Déby, le grand architecte de la grande œuvre s'est montré pourtant humble et discret, mais sa contribution décisive a été hautement saluée. S'agissant particulièrement du Cameroun, le groupe de la Banque mondiale salue, par ma modeste voix, votre engagement personnel, Monsieur le Président. Engagement sans lequel rien n'aurait été possible. Je voudrais ici relever, sans être exhaustif, le cadre législatif et réglementaire novateur que vous avez créé afin de permettre l'exécution de ce projet, ainsi que la mise en place d'un comité de pilotage et de suivi des pipelines placé sous l'autorité de la Société nationale des hydrocarbures. Mais au-delà des hommes, c'est la coopération bilatérale et communautaire qui a été exaltée. Cette véritable artère qui traverse le corps du Tchad et du Cameroun apporte un élément supplémentaire de solidarité entre nos deux pays, liés par la géographie, l'histoire et la parenté de nos populations. Désormais, paraphrasant une formule célèbre, il sera possible de dire « Ce qui est bon pour le Tchad est bon pour le Cameroun » et réciproquement. La mise en œuvre du pipeline Tchad-Cameroun a valeur d'exemple pour l'accomplissement de l'idéal d'intégration régionale que poursuit la CEMAC. Joindre nos forces ne revient pas simplement à les additionner, mais à les multiplier. Il y a un peu plus de 3 ans, je vous disais que ce projet serait un moteur de prospérité et de progrès. Le succès de cette entreprise que nous avons menée ensemble, gouvernement du Tchad et du Cameroun, population, compagnie pétrolière, sous-traitants, etc., me conforte dans la conviction que nous avons tracé la voie à suivre. « 20 ans ont passé depuis ce jour mémorable, mais les souvenirs restent vivaces. » Plus de 20 ans déjà. C'est des souvenirs très forts pour notre pays, le Cameroun, et pour notre pays frère, le Tchad. La première image qui marque l'esprit, c'est ces chefs d'État qui se tiennent par la main. C'est la sous-région qui gagne. C'est ça, la première image. La deuxième image que moi j'ai toujours gardée, c'est la ferveur populaire. Et l'histoire continue. Une expertise camerounaise s'est consolidée. Un label et des acquis nourrissent des perspectives encore plus exaltantes pour le Cameroun, pour la sous-région et au-delà. Pour raconter l'histoire du pipeline Tchad-Cameroun, rien de mieux que cette exposition que la SNH a organisée pour faire vivre en images ces moments forts
Cette belle histoire qui a connu son apothéose à Kribi le 12 juin 2004. Tout commence en 1992, au mois de juillet, lorsque le vice-président de Esso Exploration, filiale du groupe américain Exxon, devenu ExxonMobil plus tard, va rendre visite à l'administrateur directeur général de l'époque pour lui faire part de l'intention de Esso, qui était déjà opérateur de pétrole au Tchad, qui était opérateur des champs pétroliers de Doba. Le rencontre donc pour lui faire part de son intention de faire passer le pétrole brut tchadien par le Cameroun à travers un système de transport. Aussitôt, les négociations s'ouvrent. C'était au mois de juillet, la première session de négociations entre le groupe pétrolier, la République du Cameroun et la République du Tchad. Et ces négociations aboutiront un an et demi après. En janvier 1994, les trois parties procèdent à la signature du protocole d'accord par lequel elles énoncent les principes à prendre en compte dans la réalisation du tronçon camerounais de ce pipeline. Les négociations pour la mise en place du cadre juridique ont été assez fastidieuses. Parce qu'après la signature du protocole d'accord, le deuxième document à signer n'interviendra qu'un an après également, et c'est l'accord cadre qui indique, entre autres, les principes généraux du cadre juridique nécessaire pour la finalisation du projet Pipeline Tchad-Cameroun. Un an après, le Tchad et le Cameroun s'engagent en signant l'accord bilatéral, et cela a été fait au niveau des chefs d'État. C'est donc cet accord bilatéral qui a accéléré tout le reste du processus. À la suite de l'accord bilatéral qui a été ratifié par le Parlement camerounais, à l'époque unicaméral dans l'Assemblée nationale, il y a eu également une loi qui a été votée pour fixer le régime de transport par pipeline. C'est-à-dire que le projet Pipeline Tchad-Cameroun est un projet qui a bénéficié de l'onction du peuple camerounais. En juillet 1997, pour faciliter le suivi de ce grand projet par le Cameroun, le chef de l'État a signé un arrêté mettant en place le comité de pilotage et de suivi des pipelines. Et l'a placé sous la responsabilité, sous l'autorité de l'administrateur directeur général de la SNH, en l'occurrence le ministre Adolphe Mudiki, qui depuis 1993 avait pris les rênes de la SNH. Et donc c'est lui qui, de bout en bout, a conduit les négociations pour le compte de la partie camerounaise. Les négociations s'est déroulées à la SNH, principalement à la SNH, pas ailleurs, dans une salle de réunion dédiée. L'ambiance générale était bonne, mais caractérisée surtout par la multiplicité des sessions pour la lecture des textes concernant le cadre juridique du projet Pipeline Tchad-Cameroun, notamment ceux du projet de convention d'établissement de CODCO, Cameroun Oil Transportation Company. Il faut dire que cela prenait des heures et des heures, je voudrais même dire des jours. Oui, il y avait l'anxiété, certes, il y avait l'envie de bien faire, l'engouement poussé pour que ce projet puisse voir le jour. Après la création du CPSP, quelques mois après, il y a eu un événement vraiment significatif pour les hommes de communication, le lancement officiel de la campagne d'information publique. C'était une grande cérémonie, je m'en souviens très bien. C'était une grande cérémonie présidée par le Premier ministre de l'époque. Ça montrait déjà l'intérêt que le projet qui allait se mettre en place portait aux actions d'information, d'éducation et de communication qui auront accompagné tout le processus jusqu'à la phase de construction. Et quelques mois après le lancement officiel donc, de la campagne d'information publique, naît CODCO, la société qui allait mettre en place le projet pour le compte de toutes les parties. La SNH est vraiment le moteur de ce projet. Le ministre Adolphe Mudiki a mené ce projet avec toutes les équipes de bout en bout. Il n'a pas lâché, ni un jour, ni une nuit.
pendant toute cette période, c'est là qu'on voit la loyauté et l'intégrité des hommes de cette époque. Il y avait un seul objectif. Le seul objectif, c'était celui de rendre le chef de l'État heureux de son vœu de voir le Tchad sortir de la pauvreté. Et surtout, ce qu'on peut retenir, tous les tests de Codco ont été écrits à la SNH. La partie tchadienne a donc eux également demandé de vouloir créer aussi un Codco chez eux. Le consortium a accepté et on a créé Todco côté Tchad. Ils ont pris nos tests pour faire le Codco tchadien. La dernière chose, s'il y a la société d'hydrocarbures au Tchad, ils sont venus également à la SNH demander comment on a fait pour créer la SNH. On les a accueillis et c'est également la SNH qui a permis au Tchad d'avoir la SHT qui existe maintenant. En gros, la SNH, c'est le noyau du projet Pipeline Tchad-Cameroun, le projet du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. La Cameroon Oil Transportation Company, dont la convention d'établissement a été signée le 20 mars 1998. La signature de l'État du Cameroun était portée par le ministre du Développement industriel et commercial qui, à l'époque, était le ministre, aujourd'hui ministre d'État, Bello Boba Maïgari. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un acte du chef de l'État qui l'a désigné pour venir signer cette convention. Vous comprenez donc la portée en termes d'intérêt stratégique que revêt le pipeline Tchad-Cameroun. Et donc cette convention d'établissement a été soumise au vote du Parlement. Ça veut dire quoi une fois de plus? Ça veut dire que la Cameroon Oil Transportation Company a été voulue, acceptée par le peuple camerounais. Alors cette longue histoire a été pleine de péripéties. La plus grosse est intervenue en novembre 1999. Je vous ai dit au départ que le projet était porté par Exxon, Shell et Elf. Mais en 1999, novembre, contre toute attente, Shell et Elf décident de se retirer du projet. C'est un coup de massue. Parce que quand vous me faites des mois, des années de travail et que vous arrivez à la phase juste où il fallait faire le bouclage financier, on vous dit vos partenaires se retirent. Un grand homme, ce sage, il est resté zen. Il a dit, la première chose, le chef de l'État doit être informé. Mais avant de le faire, il faut appeler le chef du consortium, qui était Exxon, pour dire, je n'appellerai pas mon chef pour lui dire, le projet est mort. Je dois toujours avoir un plan B et lui proposer une solution. Il a appelé M. Madec, qui était donc le chef de file de la grande société pétrolière Exxon, qui lui a dit, Monsieur le ministre Moudiki, donnez-moi 45 jours. Si en 45 jours, je ne retrouve pas de partenaire, c'est là qu'on peut dire que le projet est mort. Alors le ministre Moudiki a appelé son patron, le président de la République, pour l'informer immédiatement de la situation. Moins de 45 jours après, le président du groupe Exxon, Madec, est revenu vers le ministre Moudiki qui lui a dit « J'ai trouvé des partenaires, pas un, mais deux. » Mais le consortium a choisi le partenaire Chevron, qui était un grand leader également du projet, qui a donc été accepté par le consortium. Le compte rendu a été rendu et à la partie camerounaise et tchadienne qui a accepté l'entrée de Chevron. Ils ont continué les travaux parce qu'il fallait faire le bouclage financier. Par la suite, Exxon est revenu pour dire « J'ai un autre partenaire que je voudrais proposer au consortium. » C'était Petronas. Il faut dire que l'histoire du pipeline Tchad-Cameroun se raconte véritablement dans les salles de réunion. Parce que autant il y avait des négociations bilatérales Tchad-Cameroun, il y avait des négociations multipartites avec le consortium, les financiers, les États, mais il y avait également des négociations entre le Cameroun et la Banque mondiale.
D'autant plus que la Banque mondiale, dont la participation était conditionnée à la prise en compte totale de tous les aspects environnementaux du projet, avait donc décidé de mettre sur pied un projet qu'on a appelé projet de renforcement des capacités de gestion environnementale dans le secteur pétrolier. Donc ce projet CAPES a été mis en place pour permettre au Cameroun d'être doté de toutes les capacités nécessaires pour pouvoir suivre ce complexe projet. Ce dossier d'ailleurs était suivi à un très haut niveau parce que vous voyez là, un des vice-présidents de la Banque mondiale qui a été à la SNH rencontrer l'administrateur directeur général. L'année 2000, tout le monde a fait ouf. Les négociations ont commencé en 1992. Et c'est en 2000 qu'elles aboutissent. Dans la foulée de la reconstitution du consortium, la Banque mondiale, le 6 juin, son conseil d'administration décide de la participation de la Banque dans le projet. Dans son sillage, la Banque mondiale entraîne la Banque européenne d'investissement, qui est également partie prenante dans ce projet. Et toujours dans le même sillage, la Banque mondiale signe un accord pour le financement du projet CAPES. Et ça, nous sommes au mois de juillet. En octobre, le 17 octobre, le président de la République, son Excellence Paul Biya, signe le décret octroyant à CODECO l'autorisation de transporter le pétrole tchadien, autorise donc le lancement des travaux de construction de l'infrastructure. 3 jours après ce décret, ce sera le grand événement de Kribi, le lancement officiel des travaux par les chefs d'État des 2 pays. Un événement qui a été vécu avec beaucoup de soulagement par tous ceux qui avaient été là durant toutes ces 8 longues années de négociations. Il convient de souligner ici que autant dans les autres parties, on voyait à chaque fois de nouveaux visages, autant la partie camerounaise a été très stable dans sa composition, puisque les négociations ont été menées de bout en bout par l'administrateur directeur général de la SNH, M. Adolphe Ndiki. Et c'est donc tout naturellement qu'à Kribi, il se verra octroyer une belle médaille en reconnaissance du travail abattu. Ce fut de grands moments d'émotion. Alors, ce qui nous aura beaucoup marqué pendant cette période, c'est vraiment la détermination du consortium des sociétés pétrolières à passer par le Cameroun. Parce que voyez-vous, bien que les négociations étaient très avancées, des engagements pris, il y avait toujours des voix pour faire entendre que non, ce pipeline pourrait ne pas passer par le Cameroun. Et donc, c'est aussi une des raisons du soulagement, parce qu'à partir du moment où il y a eu cette cérémonie présidée par les 2 chefs d'État, il n'y avait plus matière à spéculation. Le projet pouvait se lancer. Et je voudrais qu'on retienne ici le propos de M. André Madec. André Madec, c'est une des grandes figures du projet Pipeline Tchad-Cameroun. Il a été là dans les négociations de 1994 à 2000. Et qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut investir dans un pays des sommes aussi importantes si les perspectives ne sont pas bonnes. On ne peut que compter sur un pays qui sait tenir ses promesses et respecte sa parole. Je vous assure, c'est le cas du Cameroun. Donc, c'est pour dire que le projet Pipeline Tchad-Cameroun, d'une certaine manière, j'allais même dire d'une manière certaine, a contribué à crédibiliser le Cameroun dans le milieu des affaires. La mémoire vive de tout un pan de l'histoire du Cameroun. Un riche passé antique dont la réserve archéologique des Kounou à Yaoundé a jalousement conservé les vestiges. Aménagé à l'orée du projet de construction de l'oléoduc Tchad-Cameroun,
Son édification renforçait l'ambition de préserver les témoins matériels du passé, des lames des bulldozers, le long de l'emprise du pipeline. Le volet archéologique, au départ, n'était pas pris en compte pour une série de raisons. La première étant qu'à l'époque, la loi sur le patrimoine ne mentionnait pas l'archéologie. Mais comme directeur du patrimoine, je savais que la société américaine qui s'occupait du pipeline devait obéir aux lois américaines s'il arrivait que dans un pays où une entreprise américaine opère, les lois ne sont pas à l'équivalent des lois américaines. Ça a été l'argument qui a poussé à intégrer le volet archéologique suisse à l'insistance, parce que le ministère de la Culture, effectivement, a réclamé l'inclusion dans ce qu'ils appelaient le socio-économique. Un accord a donc été trouvé entre le projet Pipeline et l'État du Cameroun de fournir un bâtiment pour que ce bâtiment-là serve à stocker tous les vestiges qui ont été récoltés. L'opération sauvetage nous est contée par cette encyclopédie vivante. 3 ans, c'est la période durant laquelle les archéologues ont ratissé les tranchées. L'exploration permit de déterrer des trésors enfouis depuis des millénaires. Dans l'inventaire, plus de 10 000 archives, artefacts, répliques et quelques 300 sites archéologiques mis au jour. Par exemple, dans la partie sud, près de Kribi, on a découvert, il y a eu un abri sous roche qui était sur le passage. Et comme on ne pouvait pas éviter cet abri sous roche qui a été détruit, on a donc fait des fouilles de sauvetage. Et le matériel qui est sorti et les datations qu'on a pu obtenir, c'est que cette grotte a connu les activités humaines depuis 5000 ans avant Jésus-Christ. Ce qu'on ne savait pas. La grande richesse aussi, c'est la connaissance de la poterie. Nous retrouvons tout au long une poterie abondante que vous pouvez trouver là, stocker encore du matériel très riche et avec des variétés de styles le long de tout le tracé. Ce patrimoine culturel restitué à l'État du Cameroun par l'entremise de la Société nationale des hydrocarbures est stocké sur ce site placé sous le contrôle du ministère des Arts et de la Culture depuis 2005. Le patrimoine archéologique récolté dans le cadre du projet Pipeline Tchad-Cameroun est en bon état de conservation. Ces vestiges sont l'histoire des peuples du Cameroun. Les découvertes les plus fascinantes trônent majestueusement au creuset de l'héritage culturel camerounais. Les visiteurs peuvent toucher du doigt l'âge du fer. 2000, 3000 ans, on maîtrise déjà le fer. Ce qui, effectivement, est important pour les jeunes générations aujourd'hui, parce qu'on a trop fait de penser que l'histoire du Cameroun commence avec le contact avec l'Europe. Non, l'histoire du Cameroun commence bien avant et nos ancêtres se sont adaptés aux différents écosystèmes. Et ces objets sont la preuve. Ces archives réécrivent l'histoire du terroir et enrichissent le savoir des étudiants et chercheurs. Ce patrimoine archéologique qui découle du Komé Kribi Project est également en vitrine dans plusieurs publications scientifiques. D'Ngaoundéré à Domta, passant par Méganga, chef-lieu du département du Mbéré, région de l'Adamawa, il faut d'abord parcourir 155 km sur une route parfaitement bitumée, la nationale numéro 1. La recherche des traces du pipeline Tchad-Cameroun, 20 ans après, commande quelques arrêts
dans des localités qui ont vu leur développement être tiré vers le haut. Au tout début du projet, en réalité, vous savez, la terre, c'est l'identité de l'homme. Et quand on nous a dit que c'est des tuyaux qui vont passer dans notre sol, à destination de Kribi ou d'un sens comme de l'autre, les gens ont compris tout de suite que, mais attends, est-ce qu'on n'est pas en train de nous retirer nos terres? Avec les informations, nous avons pu calmer la peur, l'inquiétude des populations, et je crois qu'aujourd'hui, nous en sommes plutôt bénéficiaires. Nous avons eu la construction d'un forage à Dabolei, une salle de classe au lycée technique de Meganga, une salle de classe à Bounou, une salle de classe à Pitoa. À Médougou, situé à une dizaine de kilomètres de Meganga, la seule évocation du projet Pipeline fait ressasser bien de souvenirs indélébiles. Le passage de Pipeline a eu vraiment des effets positifs, des avantages. Nos enfants, nos élèves du lycée de Médougou ont bénéficié de beaucoup de matériel didactique. Au niveau social, il y a eu des œuvres sociales. Il y a eu un bâtiment au niveau du lycée de Médougou. Cela vraiment a boosté le développement de notre localité. Direction le village Mbaran, à 30 km de Meganga, sur une route en terre, escarpée par endroits. Les retombées socio-économiques ici sont telles que les populations se sont appropriées le projet. La communauté bénéficie des défrissages d'euros chaque 6 mois. Et la coopérative qui gagne ces marchés bénéficie de 20 000. Chaque 6 mois, on fait la même chose. Et les poteaux qui est derrière moi, toute la communauté savent que ce sont des poteaux là où on connecte pour contrôler les pipes. Et c'est gardé par tout le monde, y compris les bergers savent. Retour sur Meganga et cap sur Belel le jour d'après. Encore 60 km à parcourir sur cette route qui doit son reprofilage au projet Pipeline Tchad-Cameroun. C'est dans cet arrondissement, situé dans le département de la Vina, région de l'Adamawa, qu'est sortie de terre dans les années 2000 la base vie de la société en charge des travaux du Pipeline. Sur le chemin de Belel, il y a ce village qui doit son tout premier bloc de 4 salles de classe aux ingénieurs du projet Pipeline. Lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé un hangar dans lequel nous fonctionnions 3 classes de la CIL au CE1. Et à cette époque-là, je crois que j'en avais 114 élèves pour le début. Progressivement, les parents ont jugé mieux d'essayer de faire une case, je peux l'appeler, parce qu'elle n'obéit pas aux normes d'une salle de classe. Et plus tard, en 2016, il y a eu ce bâtiment-là que le projet Pipeline nous a donné. Quelques années encore plus tard, voilà un autre bâtiment. Des réalisations comme celle-ci ne se comptent plus dans la zone. Le passage du Pipeline Cameroun, notamment ici à Diertou, Rosséré, l'ESDI a permis de tirer le développement vers le haut, reconnaissante, très reconnaissante même. Les populations ne tarissent plus d'éloges à l'endroit des promoteurs de ce projet. À Belel, le chef traditionnel local se souvient des beaux jours de ce grand projet qui a sorti sa petite localité d'antan de l'anonymat. Nous en avons beaucoup bénéficié déjà, la base vie, et qui a abrité beaucoup de personnes, des étrangers, les expatriés, les nationaux, qui sont venus et qui se sont installés ici. À travers cette installation-là, l'activité économique a été boostée. Un peu plus de 80 km, c'est la distance qui sépare Belel de Domta,
l'autre localité qui donne à voir d'autres bienfaits du pipeline dans la vie des riverains. Du fait de l'insécurité due à la situation sociopolitique d'une certaine époque dans les pays voisins, le Tchad et la RCA en l'occurrence, la zone est encore classée dangereuse par le BIR, bataillon d'intervention rapide, ce qui n'entame en rien la détermination des riverains à protéger et entretenir les installations du pipeline Tchad-Cameroun. Sur le terrain, les populations sont solidaires à ce projet. Elles organisent d'ailleurs l'entretien de ces zones qui constituent pour elles une sorte de manne tombée du ciel. Batchenga, à une 60aine de kilomètres au nord de Yaoundé, le passage du pipeline a laissé des empreintes. De l'argent des compensations reçues sont sortis de terre des habitations décentes. En 7 mois, j'ai réussi à avoir un local. Parce que mon salaire était quand même à 400 000. Et en 7 mois, ça m'a permis d'avoir une baraque. Et ça, c'était les très bons souvenirs. Je recevais peut-être plus de 30-40 ouvriers par jour. J'ai eu un bénéfice du pipeline. J'ai investi, j'ai construit une maison là derrière. Toute une grande maison, c'est là derrière. C'est là où je reste. Au-delà de changer des trajectoires individuelles, le projet a boosté le développement économique de toute la contrée. La ville s'est bien développée. Nous sommes partis des maisons en terre battue. Et que tout le monde fait les efforts maintenant d'avoir une belle maison. À partir de Nanguebogo, dans la Haute-Sanaga, sur la nationale numéro 1 à 166 km de la capitale, nous voici dans le village Ngida. Les petits écoliers peuvent rêver grand. L'école primaire trace la voie d'une éducation de qualité. Je suis chef traditionnel du village Ngida depuis 2012. Avant moi, le pipeline avait déjà des prestations dans la localité. Ils sont venus déjà une fois soutenir l'école publique de Nguinda, qui venait d'être nouvellement créée. Ils sont venus doter des élèves du paquet scolaire minimum. À ce jour, nous avons bénéficié de ces prestations qui ont aidé la communauté à pouvoir faire certains investissements dans les familles. Donc nous continuons à penser que le pipeline pourra toujours continuer à nous assister à travers cette dotation de prestations, de nettoyage du tracé du pipeline qui permet à chacun dans le comité de développement de pouvoir avoir quelque chose. Nous voici à Belabo. La ville abrite la deuxième station de pompage du système de transport du pétrole brut tchadien. Ici, à Belabo village, le quotidien des populations s'est quelque peu amélioré. Les jeunes ne vont plus ailleurs chercher fortune. Il y a désormais des opportunités à saisir sur place. C'est le cas de Simon, qui a suivi certaines formations. Nous avons beaucoup bénéficié du passage du pipeline. Donc, sur les formations de la protection de l'environnement, parce qu'il prend le temps à nous sensibiliser sur la protection de l'environnement, ne pas faire les pêches dans les rivières, interdiction formelle de leur passage de manger la viande de brousse quand vous êtes dans leur projet en tant qu'employé. J'ai beaucoup bénéficié sur les formations que j'ai eues avec eux, en HSE, en conducteur de travaux, c'est-à-dire sur leurs différents travaux qu'ils font. J'ai la maîtrise de la sécurité. J'ai la maîtrise du contrôle des travaux. Ça m'a permis d'être un peu autonome. Le pipeline a laissé, n'est-ce pas, deux impacts. Je pourrais prendre dans l'enseignement le cas, n'est-ce pas, de Belabo, où il y avait, n'est-ce pas, la création d'un CETI, avec la construction, n'est-ce pas, des salles de classe. Et ce CETI est érigé en lycée technique aujourd'hui, où on a, n'est-ce pas, des fruits sortis de cet établissement. Donc, il y a aussi leur appui dans le social
dans certaines écoles primaires, sans oublier, n'est-ce pas, en moyens financiers. Et Belabo n'est pas peu fier de ses infrastructures éducatives. Sans être directement un projet d'aménagement du territoire, le pipeline a enjolivé l'habitat paysan. Mon village a changé. Vous pouvez voir au niveau de l'habitat et donner les compensations financières et matérielles en termes de tôle, l'effet de tôle de 3 mètres, de 2 mètres selon la commande de l'exploitant au moment où on montait les dossiers. Parce qu'avant ce projet, on avait peu de maisons en tôle, c'était des maisons en terre battue. Mais les administrés ont pris conscience, ils ont commencé à changer. Et à l'état actuel, vous pouvez voir, beaucoup de maisons sont en dur, d'autres étaient en semi-dur. Dans cette région forestière, la préservation de l'environnement, une problématique qui s'est posée avec acuité pendant la phase de construction. Le pipeline devant traverser la dense forêt de Ndeng. Nous avons perdu beaucoup de terres cultivables pour nous. Le PAS a traversé le canton Keperi-Ndeng du début jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup d'avantages parce que le paiement de compensation a été bon. Hormis ça, le PAS aide cette communauté sur l'entretien des routes. Partout là où PAS passe, sur la main-d'œuvre d'entretien qu'il paye aux communautés qui entretiennent le voie de passage de PASP. Vous voyez que c'est déjà un moyen de lutte contre la misère. Comme mesure d'atténuation des impacts du projet sur la biodiversité, le gouvernement de la République l'a érigé en aire protégée en 2010. Le parc national de Ndeng couvre plus de 52 000 hectares. Il constitue la réserve faunique la plus vaste du Cameroun et comprend la biodiversité la plus riche. Pour son entretien et l'amélioration de cette biodiversité, le parc national de Ndeng bénéficie du soutien financier de plusieurs partenaires, dont la FEDEC, la Fondation pour l'environnement et le développement, mise sur pied dans le cadre du plan de gestion environnementale du projet Pipeline Tchad-Cameroun. Les ressources de la FEDEC sont conjointement assurées par l'État du Cameroun, la Banque mondiale et l'opérateur du pipeline. Toute une histoire. Elle se raconte d'une génération à l'autre. L'histoire de l'amitié entre deux États, scellée autour d'un grand projet de développement, le pipeline Tchad-Cameroun, un oléoduc d'envergure en Afrique subsaharienne. Construit par des prestataires privés, avec le concours des institutions financières internationales, mené par la Banque mondiale, qui a financé la quote-part des deux États dans le projet. 20 années après son inauguration officielle par les deux chefs d'État, l'on a encore les marques visibles de son passage. Nous vous conduisons dans la partie sud du tracé, de Yaoundé au centre du Cameroun, à Kribi au sud. De nombreuses localités rappellent de jour comme de nuit la même histoire. Ici où nous sommes, le pape passe sur nos pieds. Sur nos pieds. La preuve n'est que voici la plaque qui a été plantée par la société Pipeline. Ça a été une très belle expérience en Afrique. Voir deux chefs d'État qui finissent dans la sous-région et qui montent un projet pareil, parce que même la Banque mondiale n'a pas cru. Parce qu'ils ont mené des enquêtes, je vous l'ai dit, durant 2 ans, ils menaient des enquêtes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Et je dirais que vraiment, félicitations aux deux chefs d'État, Feu Idriss Déby et notre actuel président, monsieur le président Paul Biya. Ici, dans le département de la Meufou et Akono, au village Zouatoupsi, dans l'arrondissement de Mbankomo, à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé,
nous rencontrons un des bénéficiaires des indemnisations du pipeline. Bientôt 80 ans et toujours aussi vif. Cette maison moderne reste une illustration de poids. Oui, c'est le fruit du pipeline Cameroun. Parce que quand le pipeline passait, on nous a donné des conseils. Que l'argent qu'on va donner, il faut utiliser cet argent à bon escient. Dès que j'ai reçu l'argent du projet, c'était 2 946 000. Oui. Donc pour le terrain. Et pour les cultures, j'ai reçu 943 000 pour les cultures. Oui. Donc pour le terrain, pour le titre foncier, j'ai aussi reçu 2 700 000. D'accord. C'est tout ça qui a permis à ce que je construise cette grande maison en Tolbach. Ouais. Je remercie tous les initiateurs. Il y a le président, il y a toute cette suite. En dehors des individus, les communautés ont elles aussi tiré avantage de ce grand projet. Des points d'eau, des salles de classe, aujourd'hui encore, ces retombées font des heureux. Il y a des points d'eau. Parce qu'au départ, j'ai été sous-préfet ici dans l'arrondissement de Ngoumou à l'époque. On pensait que c'était les municipalités qui dotaient les communautés des points d'eau. Non, il paraît, c'est les points d'eau du pipeline. Cette retombée-là nous éloigne, comme vous savez, des maladies hydriques. Les gens ont accès à de l'eau potable jusqu'à aujourd'hui. Et les comités villageois mis en place pour l'entretien de ces forages continuent de fonctionner. Au niveau de l'arrondissement de Ngoumou, les populations de village de Ngoumou avaient demandé la casse communautaire où elles puissent se rencontrer pour débattre des problèmes du village. À 160 km de Yaoundé, la commune de Lolodorf a acquis de grands espaces. Il y a 2 décennies, en plein travaux, on y rangeait des pipes. Ces grands tuyaux aujourd'hui enfuis. La municipalité projette d'y construire des bâtiments administratifs et des logements d'astreinte. L'ancienne base vie, non loin de là, espace de logement et de travail de l'opérateur du projet, abrite désormais une menuiserie moderne. Il y avait des maisons, c'était une base vie. Les populations ont tout vandalisé, ont arraché des toitures et tout. Et quelques temps après, ils ont commencé à vouloir se réinstaller sur ce site. C'est comme ça donc que nous avons saisi l'autorité administrative, nous avons repris tous les droits de la commune sur cet espace. Pour endiguer cette occupation anarchique, nous avons autorisé à cette série chinoise qui voulait s'installer dans la commune à occuper cet espace. Alors, les retombées, c'est quoi? C'est que la commune perçoit des loyers, l'espace est sécurisé, protégé contre les envahissements. Je dois dire que la commune de Lolodorf a été créée en 1893, dont nous n'avons plus de réserve foncière. Alors cet espace nous sert aujourd'hui de réserve foncière très importante parce que c'est là que nous projetons de construire le tribunal de première instance qui a été créé dans la localité. Nous nous proposons également, on a vu avec l'autorité administrative, de construire la nouvelle résidence du sous-préfet ici. Vous voyez que sans cet espace, on aurait eu trop de la peine à installer les autorités administratives dans la commune. Notre voyage se poursuit et nous conduit à 16 km de Lolodorf, en pleine forêt équatoriale. Le village Ngoyang, où est installé ce centre d'accueil des enfants Bakola Bagieli, les peuples autochtones. Le passage de ce grand investissement a eu un impact dans leur mode de vie. En compensation, ils ont bénéficié des facilités diverses. Écoles, centres de soins. Le projet doit pendant 30 années encore leur offrir une éducation appropriée dans ce centre moderne. L'éducation est très bien parce que quand tu ne connais rien, tu vas faire quoi? Il faut d'abord connaître Dieu et que tu connais le gouvernement avant que l'éducation va entrer. Si tu ne connais pas les deux personnes là-dessus, l'éducation va entrer comment? Des installations du pipeline, les vannes comme celle-ci, dans ces zones rurales, sont pour la sécurisation et le nettoyage source d'emploi. Depuis juin 2004, des jeunes de ces localités y sont enrôlés.
Grâce au pipeline, leur histoire n'est plus jamais la même. Dès le départ, nous avions travaillé avec, dans les équipes qui étaient en train de rechercher le pipeline, là où ça devrait passer. Oui. Et on mettait donc en relation les populations avec le personnel, disons, ceux qui étaient en charge de faire les travaux. Oui, par la suite, nous avions aussi participé lors des enquêtes socio-économiques. Et nous avions aussi assisté à tout le processus d'indemnisation et de compensation, que ce soit les indemnisations, compensations individuelles et les compensations régionales. Nous approchons de la cité balnéaire Kribi, chef-lieu du département de l'Océan, sorti de l'ornière il y a bientôt 30 ans, grâce à l'exploitation pétrolière. Ce terminal visible au loin, Ebomé, fut inauguré en janvier 1997 par le président Paul Biya. Adolphe Moudiki, l'administrateur directeur général de la SNH, écrivait ainsi les premières pages d'une histoire que Kribi a continué d'écrire en or noir avec le pipeline Tchad-Cameroun. Une personnalité d'envergure, témoin de l'histoire, se souvient de la belle page ouverte il y a 20 ans. Kribi a bénéficié de la réalisation de la tribune parce qu'elle était... On a démoli ce qu'il y avait là et puis on a fait beaucoup plus large. Beaucoup plus large, beaucoup plus long, avec une capacité de presque plus de 2000, 3000 personnes. Hein. Bon, les routes, on les a bitumées, elles sont toujours en bon état. Ce n'était pas des bricoles. L'environnement marin a lui aussi vu passer le pipeline. Certains rochers, point de rencontre entre les pêcheurs et les poissons, ont subi des casses. En compensation, un récif, sorte de rocher artificiel, a été conçu pour attirer à nouveau les fruits de mer. Ce pêcheur a vécu ce moment. On a posé ce récif, c'était en 2006. Et c'était bien, ça va coïncider, c'était en mer. Ça nous a beaucoup aidé puisque quand ils ont mis ça, en 2-3 ans, ça a apporté beaucoup de poissons, puisque les poissons venaient se reproduire là. Et c'est là aussi que nous aussi profitons aussi de pêcher. Et chaque fois qu'on pêche là, on a toutes les chances d'avoir le poisson. C'est ici la dernière borne terrestre de ces 890 km de pipeline dans le territoire camerounais. Un pipeline qui va de Doba au Tchad, en passant par Domta dans la partie septentrionale du Cameroun. Et nous sommes ici, à quelques 10 mètres de l'océan Atlantique, au village Boumé, dans la localité de Kribi. Il est intéressant, lorsqu'on évoque les retombées du projet Pipeline Tchad-Cameroun, de relever effectivement que les populations riveraines de l'ouvrage ont eu des bénéfices, mais il n'y a pas eu que des retombées individuelles. Il y a bien sûr le droit de transit que tout le monde connaît, mais je peux vous assurer que lorsque le pont sur la rivière Mbéré a été construit, nous qui étions les acteurs, on s'est dit « Ah, c'est vraiment scellé entre le Tchad et le Cameroun ». Parce que ce pont a été construit par le projet pour justement faciliter les mouvements. Le pont sur la rivière Mbéré, il est assez mythique quand on raconte l'histoire du pipeline Tchad-Cameroun. Mais autre chose que les gens ne savent peut-être pas assez, c'est grâce au pipeline Tchad-Cameroun que le Cameroun est entré dans l'ère du câble à fibre optique. Parce que pour les besoins d'exploitation du pipeline Tchad-Cameroun, il a été enfoui un câble à fibre optique dans la même tranchée que le tuyau. L'opérateur du pipeline, pour son exploitation, n'avait besoin que de 6 fibres.
Mais l'administrateur directeur général de la SNH a voulu ne pas manquer cette occasion de permettre au Cameroun de faire un bond en avant en matière de télécommunications. Et a donc décidé d'ouvrir des négociations pour que l'opérateur Cotco accepte de mettre des fibres supplémentaires. Donc, le câble qui passe dans la même tranchée que le pipeline a 18 fibres, 6 pour le projet et 12 pour le Cameroun. Les négociations pour le protocole d'accord sur l'utilisation par le Cameroun du câble à fibre optique ont duré 5 ans. C'était ardu parce qu'en réalité, l'opérateur n'en voulait pas. Donc, grâce à la pugnacité de Adolphe Mudiki, le Cameroun a pu obtenir non seulement qu'on ajoute 12 fibres, mais que Cotco préfinance. Ce câble a été préfinancé à hauteur de 1,5 million de dollars par Cotco. Le Cameroun, bien sûr, en bourse. Pour permettre au Cameroun d'utiliser ce câble, il a été prévu des points de sortie. Que ces points de sortie, il y en a 14. Ils sont tout le long du corridor du pipeline Tchad-Cameroun. Et par un protocole d'accord également, ces points de sortie ont été mis à la disposition de Camtel. Je pense qu'il y a tout lieu vraiment de souligner cette grande retombée. C'est la plus grosse retombée pour le Cameroun parce que grâce au câble à fibre optique, aujourd'hui, les télécommunications sont plus aisées. Et vous voyez par exemple, chaque fois qu'il y a un problème avec le câble à fibre optique, tout le monde est un peu dépassé. C'est un projet, comme vous le savez, qui a permis de développer de manière conséquente le potentiel pétrolier au Tchad. Il y a d'importants gisements qui ont été découverts au Tchad à la suite des gisements du champ d'Oba. Les hydrocarbures qui sont issus de ces gisements transitent par le pipeline Tchad-Cameroun. Donc c'est dire que pendant toute la durée de vie de ces nouveaux contrats pétroliers, le pipeline Tchad-Cameroun va continuer, n'est-ce pas, de transporter les hydrocarbures produits au Tchad. Mais nous avons également un potentiel au Cameroun, notamment dans le nord du Cameroun, où à Zinamarkari, il y a une activité pétrolière. Et en cas de découverte majeure, il est probable que les hydrocarbures issus de ces champs dans le nord du Cameroun soient transportés via le pipeline Tchad-Cameroun. Donc c'est dire que le pipeline Tchad-Cameroun a encore de belles années devant lui. Il faut toujours croire en ses rêves, croire en ses projets, croire à son pays et développer justement cette coopération sous-régionale qui était un intérêt et surtout une marque qui devait rester indélébile pour toute l'Afrique. L'exemple que le président Paul Biya a voulu donner. Et aujourd'hui, vous remarquez qu'il est en train de le faire avec le projet, avec la Guinée équatoriale, où on est en train de vouloir développer le champ Yoyo-Yolanda. C'est dans cette même vision du chef de l'État qu'il a toujours eu de développer la sous-région, main dans la main avec ses frères.